Bonjour à tous. Cette nouvelle vidéo que je vais vous présenter fait partie d'une série qui a pour objectif de vous expliquer quels sont les besoins des enfants, les comprendre pour savoir mieux y répondre. Et dans cette première vidéo, je vais vous expliquer les différents stades de développement de l'enfant, ainsi que quels sont les besoins de l'enfant de 3 à 6 ans spécifiquement. Et je vais commencer par partager mon écran comme vous avez l'habitude que je le fasse. Hop! Voilà, donc comprendre les besoins des enfants. Alors, pour commencer, donc je vais vous parler du stade de développement des enfants de 3 à 6 ans, puisque effectivement, on se rend bien compte enfin, instinctivement qu'entre 3 et 6 ans, c'est pas tout à fait les mêmes besoins qu'entre 6 et 12 ou entre 0 et 6 mois. Et ce stade de développement entre 3 et 6 ans s'appelle identité et pouvoir quand on utilise les stades de développement qui sont développés par Jean Easley Clark, qui est une analyste transactionnelle, décédée récemment d'ailleurs. Et c'est peut-être des stades de développement dont vous n'avez jamais entendu parler, mais qui ont l'avantage d'être relativement faciles à utiliser sur le terrain, quoi, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les théories. Alors, dans les étapes du développement de l'enfant de 0 à 19 ans, parce que pour comprendre le 3-6 ans, c'est quand même bien d'avoir une petite idée des autres stades qui sont avant, puisqu'il y a quand même une logique dans le développement. Et vous voyez aussi que le développement s'arrête ici à 19 ans. Alors en réalité, aujourd'hui, quand on fait de la psychologie du développement, ça s'arrête pas à 19 ans, hein, ça s'arrête à la mort, puisque l'idée, c'est qu'on se développe jusqu'à ce qu'on meure. Voilà. On sait aussi que le cerveau est terminé à peu près vers 25 ans, mais si, bon, ça s'arrête à 19 ans, ce qui est déjà pas mal. Le premier stade dans cette théorie, le premier stade, c'est très simple, il s'appelle être. Et c'est un stade qui va de 0 à 6 mois. Pourquoi il s'appelle être? Parce que, en fait, entre 0 et 6 mois, l'enfant n'a rien à faire de spécifique. Il doit simplement exister. Et exister, ça veut dire quoi? C'est rentrer en relation avec les autres, créer un attachement avec ses parents et les gens qui s'occupent de lui. C'est aussi, par exemple, pleurer, faire du bruit, faire savoir qu'il a des besoins, parce que l'humain, le petit humain entre 0 et 6 mois, n'est pas qu'une chose à qui on donne des soins, mais c'est aussi un être en interaction et qui peut faire savoir qu'il a des besoins. Donc c'est vrai que c'est pas toujours marrant d'être réveillé la nuit par un enfant qui pleure, mais dites-vous bien que l'avantage, c'est que finalement, dans la communication, l'enfant aussi prend sa part. Et c'est rassurant parce qu'il nous rappelle à l'ordre quand on l'a oublié. Donc stade 1, être. L'enfant entre 0 et 6 mois, il n'a rien à faire de spécifique. Il a juste à exister, être en lien. Le deuxième stade, en revanche, s'appelle le stade faire, entre 6 mois et 18 mois. Et c'est l'âge qui recouvre, enfin, c'est les âges qui recouvrent l'acquisition de la marche et donc de la mobilité et la capacité à se déplacer, à découvrir le monde. Et effectivement, entre 6 mois et 18 mois, l'enfant, il est câblé pour faire des choses, donc pour ramper, apprendre à bouger, se lever, mais aussi aller manger des Legos, découvrir le monde, lécher les semelles de chaussures de son père dans l'entrée de la maison. Bref, toutes les choses que l'enfant va faire entre 6 mois et 18 mois pour découvrir l'environnement qui l'entoure et découvrir comment il fonctionne. Donc c'est un âge, par exemple, où il faut être relativement prudent de l'environnement qu'on propose aux enfants pour qu'il n'y ait pas de danger. Le stade 3, c'est-à-dire le stade juste avant que les enfants arrivent à l'école maternelle, donc on peut imaginer que quand les enfants arrivent à l'école maternelle, il y en a qui sont encore à ce stade-là. C'est pas du tout impossible de le penser. Donc c'est un stade qui va de 18 mois à 3 ans et qui recouvre en fait la grande acquisition de cette période-là, c'est-à-dire l'acquisition du langage. Alors quand je dis la grande acquisition, en réalité, il y a plein d'autres acquisitions, hein, parce qu'il y a du psychomoteur, il y a tout ce qu'on veut. Mais l'acquisition du langage, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à ce moment-là, puisque tout d'un coup, l'enfant va se mettre à penser. Alors en fait, il pense avant, vraiment. On ne sait pas tout à fait comment il pense, mais on a des preuves qu'il se passe des choses dans son cerveau et qu'il réfléchit. Mais c'est plus une pensée sensorimotrice. Et là, on va commencer à avoir une pensée avec des mots et ça va lui donner accès à des concepts. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à avoir des mots, d'abord, on va partager de la communication sur des choses, bien sûr, mais également sur des choses qu'on ne voit pas. Donc, notamment parmi les concepts, il y aura le concept de temps. Et c'est bien quand l'enfant commence à dire hier, demain, etc., qu'on se rend compte qu'il a une notion du temps. Et en fait, qui va saisir cette notion aussi, même s'il peut déjà l'avoir saisie avec l'idée de la durée, hein, quand il est obligé d'attendre qu'on lui amène son biberon, etc. Mais voilà, et là, vraiment, ça va être une explosion hein, du langage, du développement du langage entre 18 mois et 3 ans, et qui vont lui donner accès au partage de la pensée avec les adultes et les autres enfants qui l'entourent.
Et puis, on va arriver au stade 4, donc qui est l'âge de la maternelle, qui s'appelle identité et pouvoir, et qui est là, qui est entre 3 et 6 ans, que je vais développer un peu plus sur d'autres diapositives, donc je ne vais pas en dire grand-chose ici. Identité et pouvoir, c'est-à-dire que l'enfant, à partir de 3 ans, va développer sa propre identité, dégagée en partie de l'influence en partie de l'influence, enfin moins sous la présence effectivement de ses parents, puisqu'il va être avec d'autres enfants à la crèche, et puis dans les pays où, pardon, d'autres enfants à l'école maternelle. Dans les pays où il n'y a pas d'école maternelle, à partir de cet âge-là, les enfants, ils font partie de sociétés enfantines, hein. Et puis, il va commencer à tester aussi son pouvoir, c'est-à-dire comment est-ce qu'il peut influencer les autres. Voilà. Ce qui explique pas mal de comportements maternels. Ensuite, 6-12 ans, c'est-à-dire l'âge de l'école primaire, il s'appelle structure, puisque là, le travail de l'enfant, ça va être d'intégrer, d'assimiler toute la structure qu'on a mis autour de lui, c'est-à-dire le cadre, les façons de réfléchir, les compétences, etc., pour l'intégrer en lui, pour à 12 ans être capable notamment de comprendre que de la pertinence des règles, hein, pour pouvoir vivre en société et pour pouvoir fonctionner en général. Et puis c'est un âge effectivement d'acquisition d'énormément de compétences, lire, écrire, faire du foot, apprendre à nager, etc., etc., et être aussi avec les autres. Stade 6, il s'appelle identité, sexualité, séparation. Il va de 13 à 19 ans. Et là, il indique quoi? Il indique que bien à partir de 13 ans, en réalité, on va retravailler les autres stades, hein, être, faire, penser, identité, pouvoir, etc., pour y intégrer sa nouvelle identité de personne qui se dégage de ses parents, pour, je veux dire, devenir une personne qui est à découvrir, en intégrant notamment la dimension de la sexualité et la dimension de la séparation avec les parents, puisque à un moment, il va bien falloir quitter ses parents, et en fait, il faut apprendre à les quitter sans rompre la relation. Voilà. Donc à peu près à 19 ans, ils sont à peu près terminés. Et théoriquement, ils sont capables de s'occuper d'eux-mêmes, de suivre des règles qu'ils s'imposent à eux-mêmes. Et si on va leur rendre visite, alors qu'à la maison, ils ne voulaient pas manger de fruits et de légumes, on peut découvrir tout d'un coup que, ah bah tiens, quand ils sont chez eux, ils mangent des fruits et légumes. Donc, et c'est devenu des personnes qui sont toujours en lien avec leur famille, mais qui sont beaucoup moins j'allais dire, dépendants, et qui ont développé vraiment une identité personnelle. Voilà. Alors, je voulais revenir aussi un petit peu sur le mot de il teste les limites, parce que c'est une expression que j'entends très très souvent. Euh, alors, il faut bien réfléchir à ça. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les enfants, ils apprennent les choses en faisant des expériences. De la même manière qu'un enfant qui est petit, il va laisser tomber des cubes par terre pour voir que ça tombe. On sait aujourd'hui que les enfants, ils apprennent vraiment en expérimentant, en testant ce qui se passe quand je laisse tomber des cubes, mais aussi en testant par exemple, ce qui va se passer si je vais voir papa pour lui dire Papa, est-ce que je peux avoir un bonbon? Et que après, il va aller voir maman parce que papa a dit non. Il va dire alors, maman, est-ce que je pourrais avoir un bonbon? Papa veut bien. Ou pour tester, bah non, si papa veut, si maman veut pas, est-ce que papa voudra bien? Donc, ils vont expérimenter les réponses de leur environnement pour tout, en fait. À la fois la façon dont les objets, etc., réagissent, hein. Quand je fais des cubes de Kapla, qu'est-ce qui se passe si le cube, il est pas bien mis, etc. Et puis, mais aussi dans les relations humaines. Donc, il va tester si les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, quand on dit qu'un enfant teste, il faut arrêter de penser qu'il nous teste, nous, adultes, hein. Il teste son environnement, et parce que c'est sa seule façon d'apprendre comment les choses fonctionnent, pas essai et erreur, comme des petits scientifiques, comme dit Alexandre Gopnik. Voilà. Donc, ça, si je dis ça, c'est pour que vous puissiez aussi prendre du recul par rapport à ce que font des enfants, parce que la plupart du temps, c'est pas des petits psychopathes qui sont levés le matin en se demandant comment ils allaient nous emmerder toute la journée. Mais effectivement, des fois, l'expérimentation est un petit peu fatigante et il faut se répéter beaucoup, mais c'est normal. Et du coup, c'est important aussi d'être cohérent. Voilà. Puisque si on a les mêmes réponses aux mêmes choses, eh bien, il y a des chances qu'ils apprennent plus vite. Alors, pouvoir et identité entre 3 et 6 ans. Le boulot de l'enfant entre 3 et 6 ans, ça va être d'établir sa propre identité distincte de celle des autres. Donc, bien sûr qu'il est l'enfant de sa famille, mais il est aussi une personne qui va découvrir qu'il a sa propre identité, qui va même se fabriquer quelque part sa propre identité, différente de celle des autres petits copains qui sont dans sa classe ou dans son groupe au périscolaire. Il y en a d'ailleurs qui vont découvrir qu'ils ont des compétences pour faire rigoler les autres, par exemple, parce que quand on est le matin, on est assis au rassemblement,
je sais plus si ça s'appelle le rassemblement, bref, tous les enfants qui sont ensemble là sur un banc avant le début de la classe, et ben il y en a un, il est au bout du banc, et un jour il tombe parce qu'il a glissé, et du coup il fait rire tout le monde, et là il va découvrir qu'en fait dans son identité, il y a je suis un petit rigolo. Et tous les matins, comme ça, il va tomber pour faire rigoler les autres. Et ben voilà, c'est ça aussi, établir sa propre identité, c'est-à-dire faire des choses que d'ailleurs les parents ne vont pas reconnaître. Et c'est pour ça qu'ils vont dire, quand on va décrire leur enfant, ils vont dire, mais je ne le reconnais pas, il fait pas comme ça à la maison. Bah non, parce qu'en fait, il va être dans du collectif, et dans le collectif, on se comporte pas de la même manière que quand on est tout seul chez soi. C'est un âge aussi où on recueillir énormément d'informations sur le monde dans lequel il vit, sur lui-même, sur son corps, sur son appartenance sexuelle, et donc, et pourquoi c'est ça, et comment ça s'appelle. Donc, il va poser beaucoup de questions pour se découvrir, découvrir le monde dans lequel il vit. Et donc, ça peut être sympa de lui répondre du mieux que l'on peut. C'est aussi un âge où ils vont apprendre que leurs actes ont des conséquences positives ou négatives. Et je vous rappelle qu'ils expérimentent, donc c'est important qu'il y ait des conséquences. Voilà. Il va découvrir l'effet qu'il produit sur les autres et sa place au sein du groupe, hein. Ça revient à ce que j'ai raconté sur établir sa propre identité. Donc effectivement, il va découvrir que peut-être il peut faire rire les autres, peut-être qu'il va découvrir que il peut organiser des jeux et que les autres veulent bien jouer, peut-être qu'il va découvrir qu'au contraire, personne ne l'écoute et que ça serait bien si je mordais un peu parce que peut-être que je vais avoir de l'attention. Donc voilà, et ça, c'est pas terminé, hein, parce que jusqu'au lycée, les enfants, les jeunes, ils vont essayer de déterminer les faits et de trouver leur identité et de la fabriquer en fait au contact avec les autres. 3-6 ans, c'est aussi l'âge où ils vont découvrir qu'on peut influer et exercer une pression sur les autres pour les influencer et pour influencer les relations. C'est-à-dire que bah, si je suis sympa avec machin, peut-être qu'il va être sympa. Et puis tiens, un jour, je vais essayer de pas être sympa. Je vais dire, bah, si tu veux pas jouer avec moi, je te donnerai pas ci ou je te donnerai pas ça ou je dirai aux autres de pas jouer avec toi. Eh bien oui, ils vont tester pour voir. Voilà. Et parce que c'est comme ça qu'on expérimente son rapport à l'autre et ça vient pas avec un mode d'emploi. Euh, Ils vont apprendre à vivre en société, et c'est un bien grand mot parce que ça va être en société enfantine, c'est-à-dire sur quelque chose qui est quand même relativement limité. Mais il faut bien se rendre compte qu'en termes de nombre, entre la crèche, pour ceux qui sont allés à la crèche et l'arrivée à l'école, on va passer de groupes d'enfants 8, quoi. 8 pour un adulte, à là, on va passer à 30 pour deux adultes maximum, hein. Donc, vraiment, les interactions entre enfants vont prendre une grande importance. Son boulot, ça va être aussi de distinguer ses fantasmes de la réalité. Et donc, bah oui, parce qu'il y a des choses qui rêvent, et puis il y a des choses qui sont vraies, puis il y a puis voilà, puis il y a des choses qui sont pas vraies. Donc, s'il commence à vous raconter une histoire en disant que bah, le matin, il s'est réveillé, puis il y avait un oiseau sur le bord de la fenêtre. Et en fait, cet oiseau, il m'a parlé, il m'a dit, viens, monte sur mon dos, je vais t'emmener à l'école. Et ben moi, je suis montée sur son dos. Et puis même moi, je t'ai vu quand tu es allé à l'école dans ta voiture, je t'ai fait coucou, tu m'as pas vu. Eh bien, moi, à ce moment-là, on va pouvoir dire à l'enfant, tu racontes bien les histoires. On n'est pas obligé de lui demander s'il a trouvé une boulette de cannabis dans le canapé de ses parents, mais objectivement, voilà, c'est pas la peine de faire croire que c'est une histoire vraie. Et on peut lui dire que c'est une histoire, tout en lui disant que vraiment, effectivement, elle est très très chouette son histoire. Mais c'est important pour les enfants qu'ils arrivent à distinguer l'un et l'autre, parce que sinon ils peuvent avoir un imaginaire aussi qui leur fait peur. Voilà. Et puis, enfin, c'est quand même important de distinguer le rêve et la réalité. Voilà. Ensuite, il va apprendre à déterminer ce sur quoi il a un pouvoir et ce sur quoi il n'en a pas. Et effectivement, il y a certains enfants pour qui c'est relativement difficile. Donc, des enfants difficiles, des enfants qui piquent des crises, des enfants qui font des frustrations, et ben, ils vont essayer d'avoir du pouvoir sur certaines choses, et il va bien falloir qu'ils comprennent que, ben, en fait, tu vois, là, c'est l'heure d'aller manger à la cantine et toi, t'as peut-être pas faim et t'as peut-être envie d'aller jouer au ballon, mais là, du coup, tu n'as pas le pouvoir là-dessus parce que nous, on s'occupe des besoins de tous les enfants et on ne s'occupe pas que de tes désirs. Voilà. Et ça aussi, ça va être dur. Et c'est puisque quelque part, il est encore un petit peu dans l'idée que il est le centre du monde. Et moins il aura été cadré, j'allais dire, plus ça peut être compliqué pour lui d'entendre que c'est pas lui qui a tout pouvoir, mais effectivement, pour trouver sa place en société, on ne peut pas penser qu'on a le pouvoir sur les autres. Donc, les adultes devront cadrer. Et puis, faire des corvées simples. Alors, j'aime bien le mot corvée. C'est un petit peu comme dans la petite maison dans la prairie. Donc, les corvées simples, bah, c'est ranger ses chaussures, ranger son manteau, essuyer un liquide qu'il a renversé sur une table, passer un petit coup de balayette, débarrasser la table. Enfin, toutes les choses qui finalement rendent les enfants fiers quand on les laisse faire. Et puis quand je dis faire une corvée, ça veut dire qu'en fait, on va le rendre responsable de faire ce qu'il a à faire et pas simplement de le faire parce que ça lui fait plaisir. Voilà.
Je rappelle aussi que faire des choses comme ça, c'est aussi dire à l'enfant qu'il est capable. Voilà. Et c'est le rendre capable. J'aimerais bien que ma diapositive passe à la suivante. Ah, voilà. Dans les comportements typiques des enfants, on va avoir des enfants qui vont se livrer à des jeux avec des personnages imaginaires. C'est pas la peine de s'inquiéter. Ça reste complètement normal d'être dans cet imaginaire-là. Il va recueillir donc beaucoup d'informations en posant des questions. Comment, pourquoi, quand, combien de temps, et toi, et ça, et puis ça, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc tenez le coup. Il va se mettre dans la peau de différents personnages et c'est pour ça qu'ils aiment bien les déguisements et que ça, c'est sympa de fournir des déguisements à ses enfants. Et puis, il va apprendre à connaître les rapports de pouvoir qui existent entre les gens. En observant les gens, ça veut dire qu'en tant qu'adulte, notre relation avec les autres a de l'importance, puisque si on est dans des rapports de pouvoir avec les autres adultes ou avec des enfants, il ne faudra pas s'étonner de voir les enfants tester aussi ce fonctionnement. Et d'ailleurs, on entend bien ça, puisque des fois, on les entend redire des choses que les adultes ont dit, et des fois pas très sympas à d'autres enfants. Et puis même, des fois, ils vont aller jusqu'à créer des situations de conflit pour voir ce qui se passe. Voilà. Mais j'allais dire en mode expérimentateur. Tiens, si je dis ci ou si je dis ça, ou tiens, je vais aller voir Marie, là, je vais lui dire, moi j'aimerais bien jouer au vélo. Alors Marie, elle va dire ben non. Ah bon, bah, Marie, elle dit ben non. Ah, bah, oui, mais tu sais, hier avec Angélique, par exemple, on a eu le droit de sortir les vélos. Et là, bah, si Marie, elle n'a pas assez elle a pas assez de bouteilles au niveau du travail, elle va peut-être aller engueuler Angélique en disant ah, mais pourquoi tu as sorti les vélos? Je t'avais dit que. Puis alors Angélique va dire mais non, mais c'est même pas vrai, j'ai pas sorti les vélos. Et là, l'enfant, il regarde le truc et il regarde ce petit match de ping-pong entre deux adultes en disant ah bah tiens, c'est vrai, on peut créer des conflits. Voilà. Ils vont se livrer à des jeux de rôle qui vont les aider à établir clairement les bases de leur identité sexuelle, c'est-à-dire que bah, c'est un âge où on fait des jeux de garçons, des jeux de filles, des jeux du papa et de la maman, etc. pour des jeux de rôle. Et puis des princesses, voilà. Après, on n'est pas obligé du tout d'avoir, enfin, on n'a pas à avoir des commentaires valorisants sur un choix ou sur un autre, hein. Mais ils testent comme ça toutes les façons d'être, hein. Il commence à jouer avec d'autres enfants. Il ne faut pas s'attendre à ce que des enfants de 3 ans jouent les uns avec les autres. En général, ils jouent d'abord les uns à côté des autres avant de jouer avec les autres, hein. Ça va prendre quand même du temps. Évidemment, il y a toujours des enfants qui sont en avance par rapport à d'autres, notamment ceux qui ont des grands frères et des grandes sœurs. Et il va apprendre à vivre en société. Et là, j'allais dire, c'est un grand mot parce que cette société est quand même très petite. Et il commence à s'intéresser aux jeux et aux règles, donc les jeux avec des règles notamment. Et c'est compliqué encore pour lui, même en grande section, hein, par exemple, de suivre des règles, de jouer, parce qu'en fait, il joue beaucoup pour gagner. Voilà. Et du coup, il peut avoir du mal à comprendre l'intérêt de la règle. En fait, à 6 ans, à 5 ans, on ne comprend pas encore vraiment l'intérêt des règles. On ne comprend pas qu'on ne peut pas jouer s'il n'y a pas de règles. Voilà. Et ça, c'est un truc qui viendra à l'école élémentaire. Et en maternelle, c'est encore très, très compliqué de se rendre compte que si on ne fixe pas des règles que tout le monde suit, alors on ne peut pas jouer. Voilà. J'ai vraiment des problèmes avec mes diapos. Hop, hop, hop. Donc, de quels adultes les enfants ont-ils besoin? Pour répondre aux besoins de l'enfant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va insister pour que les enfants réalisent des corvées simples, puisque c'est une façon de leur dire tu es capable. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut être dans le bras de fer. Si un enfant ne veut pas mettre ses chaussures ou je sais pas quoi, on n'est pas obligé de le laisser. Ah, tu verras bien, t'as qu'à mettre tes chaussures, hein. On peut aussi lui laisser un petit temps, puis revenir plus tard, et puis être un peu dans le style bon, allez, je t'en mets une, tu mets l'autre, et puis comme ça, tu vas pouvoir courir en récré, hein. À la fin, à 15 ans, ils mettent tous leurs chaussures, hein. On doit être aussi un soutien à l'enfant dans sa découverte du monde, notamment sur lui expliquer des choses, le nom des choses, les idées, les sentiments, les émotions, les nouvelles personnes qu'il rencontre, etc. On encourage aussi l'enfant à se sentir bien dans son genre, garçon-fille, hein, j'ai précisé entre les deux, entre parenthèses. C'est-à-dire que si tu es un garçon, c'est bien, si tu es une fille, c'est bien, et les garçons et les filles, ça a exactement la même valeur, et si tu es un garçon qui joue au foot, c'est bien, et si tu es un garçon qui veut jouer avec la poussette et une poupée, etc., ben, c'est très bien aussi. Et si tu es une fille qui veut jouer avec les camions, ça ne pose aucun problème. Voilà.
On répond aux questions de préférence et on corrige les mauvaises informations parce que je vous rappelle que les enfants, même déjà, ils ont beaucoup accès aux écrans et il serait bon qu'ils aient des adultes fiables qui répondent des choses correctes. Il ne faut pas non plus négliger des fois les grands frères et les grandes sœurs qui disent un peu n'importe quoi. Donc on répond aux questions, hein, et on corrige quand il y a des erreurs. Ensuite, on applique des conséquences aux actions, positives ou négatives. C'est-à-dire que comme l'enfant, il apprend en expérimentant, s'il n'y a pas de réponse à son expérimentation, on va avoir des soucis. Et on aide l'enfant à distinguer le rêve et la réalité. Pour finir, quand l'enfant a des comportements appropriés, on est sympa, on lui dit que c'était bien. Et quand il a des comportements qui ne sont pas appropriés, on est sympa, on l'arrête. Voilà. Hop, voilà sur le développement de l'enfant de 3 à 6 ans. Alors, qu'est-ce que j'ai rajouté de plus? Alors ça, eh ben, ça sera sur la vidéo suivante.